fenêtre sur Cinéma. La chronique qui vous parle une fois par mois d'un film diffusé par l'Écran Vagabond du Trièves. En partenariat avec Radio Dragon. Que faire après Parasite, sommet du cinéma mondial du XXIe siècle, Palme d'Or 2019, succès planétaire dans les salles, dans les revues de cinéma, dans les cérémonies du monde entier. Bref, ce film a tout emporté sur son passage. Les chœurs, les entrées, les prix honorifiques. Mais ensuite, quelle direction prendre ? Comment réussir l'œuvre d'après ? On dit parfois qu'on fait un film contre le précédent, mais lorsque le succès est tel, comment ne pas succomber à la tentation d'appliquer la même recette ? Prendre le contre-pied, c'est prendre le risque de tout perdre. Et en même temps, c'est seulement après un gros succès qu'on peut se permettre de faire les choix radicaux dont on aurait envie et qu'une société de production, habituellement, serait beaucoup moins enclin à accepter. C'est donc peu dire que le film de Bong Joon-ho était très attendu. Et le réalisateur nous emmène à 1000 lieues de Parasite. Alors ceux qui voudraient voir une sorte de Parasite 2.0 risquent d'être un peu déçus et feraient mieux de se l'acheter en DVD. Par contre, ceux qui auront la curiosité de voir où peut nous emmener un cinéaste de ce calibre pourront se réjouir d'une vraie audace et d'un goût certain du risque artistique. 5 ans donc après Parasite, Mickey 17 de Bong Joon-ho est l'un des films que l'Écran Vagabond vous propose en avril dans les salles du Trièves, et c'est celui dont j'ai choisi de vous parler ce mois-ci. L'histoire se déroule en 2054. Mickey Barnes, pâtissier raté, est endetté jusqu'au cou. Pour échapper à son créancier ultra-violent, il embarque à bord d'un gigantesque vaisseau spatial affrété par Kenneth Marshall en direction de Niflheim, une lointaine planète glacée. Mais pour monter dans ce vaisseau, Mickey a signé un contrat autorisant l'entreprise de Marshall à recycler à l'infini son corps. Chaque fois qu'il meurt, dans l'exécution de tâches particulièrement dangereuses, Mickey est ressuscité par une bioimprimante 3D. Lorsque la 17e version de Mickey est laissée pour morte au fond d'une crevasse glacée de Niflheim, Mickey 18 est aussitôt imprimé. Mais Mickey 17 est miraculeusement sauvé par les animaux qui peuplent les profondeurs de cette planète. Aussi, lorsque Mickey rejoint sa colonie, 2 Mickey doivent coexister, le 17 et le 18. Problème, ces multiples, comme on les appelle, sont interdits par la loi et doivent être tués définitivement. Je ne serais pas surpris que vous vous demandiez comment il en est arrivé là. Je voulais laisser mes galères sur Terre. Vous voulez être irremplaçable ? Vous avez lu les petites lignes ? À votre mort, on imprime une autre version de vous. J'aurais dû lire les petites lignes. Je me tue à la tâche, mission après mission. Vos morts nous apprennent des choses. C'est pour le bien de l'humanité. Ce pitch déroutant, à moitié fou, ne sort pas de nulle part. Avant de rentrer dans Mickey 17, jetons un œil à la filmographie de Bong Joon-ho, l'une des plus passionnantes qui existent actuellement. Avec des genres très différents d'un film à l'autre, qui prennent souvent le contre-pied du précédent, au sein d'une œuvre globale avec 2 sortes d'espace-temps. Allez, petit rembobinage. En 2003, le réalisateur accède à la notoriété cinéphilique dès son 2e film, Memories of Murder. Thriller sombre dans la Corée des années 80. Ça, d'ailleurs, c'est un autre DVD à avoir car ce film n'a pas pris une ride. À l'époque, ce film fait entrer le réalisateur dans le gratin mondial des cinéastes classés auteurs et démarre la longue collaboration avec l'acteur Song Kang-ho, acteur qu'on retrouve 3 ans plus tard dans le nouveau film de Bong Joon-ho, The Host. Premier contre-pied avec ce film de monstre qui bouscule la vie d'une famille coréenne, elle-même à la marge de la société. Et nouveau succès. S'ensuit Mother en 2009, thriller familial autour d'un simple d'esprit suspecté d'un homicide. Et encore une fois, succès. C'est après ce film que le cinéaste bascule dans le 2e espace-temps de sa filmo avec une incursion dans le cinéma international et mainstream avec ses codes hollywoodiens. Suivent 2 films aux castings mondiaux et au budget 10 fois supérieur. Snowpiercer en 2013, l'adaptation de la BD des Français Jean-Marc Rochette et Jacques Loeb, où l'avenir de l'humanité se joue dans un train qui roule à travers un monde glacé. Puis Okja, qu'il réalise pour la plateforme Netflix, soit le combat d'une jeune fille pour sauver une sorte de cochon géant. Là, succès mitigé. Bong Joon-ho retourne alors dans la réalité coréenne pour Parasite, avec son acteur fétiche Song Kang-ho. Phénomène planétaire, plus de récompenses, comme dit précédemment, puis 5 ans passent, et voilà Mickey 17. Nouvelle adaptation d'une BD et aussi nouveau film à gros budget qui signe son retour de l'autre côté du Pacifique. Alors, entre ces 2 espaces-temps, il n'y a pas seulement un océan avec d'un côté le présent très ancré sur le côté coréen de sa filmo et de l'autre, un futur très SF avec des budgets énormes. C'est aussi 2 esthétiques, 2 tonalités différentes. Même The Host, en 2006, qu'il réalise en Corée, s'il fait apparaître des monstres, reste un film au teinte grise et au parti pris très réaliste.
au contraire de Snowpiercer ou Okja, qui évoluent dans un monde futuriste, avec des couleurs beaucoup plus saturées et un ton bien plus satirique et farfelu. Mickey 17 s'inscrit dans cette veine-là du blockbuster d'auteur, avec esthétique futuriste, narration volontairement foutraque, à des années-lumière de la SF classique, qui fait d'ailleurs le pari systématique de la testostérone masculine ou féminine, alors qu'ici, Robert Pattinson campe un gentil, une sorte de Candide ordinaire qui veut bien faire son travail, bien s'entendre avec les gens. Sauf qu'il évolue dans un monde complètement fou. Et ça, quel que soit l'espace-temps dans lequel Bong Joon-ho évolue, c'est un motif récurrent dans toute sa filmo, à savoir son amour des marginaux, des incompris, des simples d'esprit, des laissés pour compte. Qui ferait un blockbuster à 100 millions de dollars sur un gentil benet qu'on imprime et réimprime ? Eh bien, justement, Bong Joon-ho. L'après-Parasite ressemble donc à cela. Une entreprise digne d'un blockbuster, mais idéologiquement à contre-courant, qui recycle comme l'est son personnage principal quelques-unes des lignes directrices des œuvres de Bong Joon-ho. Mickey, respire profondément, emplis tes poumons. Imagine qu'il y a un virus dans l'atmosphère et que tu cherches à en aspirer la moindre particule. Imprègne-toi du virus. Parfait. Il y avait bien un virus dans l'atmosphère, un virus mortel. À demain. Mes chers pionniers, presque chacun d'entre vous entrera dans l'histoire. Je trime comme un chien, mission après mission. Irremplaçable, on peut le remplacer. Chaque fois que je meurs, il m'imprime à nouveau. On me dit « Ça fait quoi de mourir ?» Autre ligne directrice présente dans toute sa filmo, son regard aiguisé sur la cruauté du monde. Un regard politique où Bong Joon-ho radiographie les rapports de pouvoir dans un univers très hiérarchisé. Ce n'est pas parce que l'action se passe en 2054 sur une lointaine planète qu'elle ne parle pas des dérives de notre monde d'aujourd'hui. Alors oui, de prime abord, on a l'impression que ce concept de photocopie humaine est un pur concept de science-fiction, mais quand on y réfléchit, ça a un rapport avec notre réalité sociale. La mort liée à des conditions de travail dangereuses, c'est quelque chose qui a toujours existé. L'exploitation des corps pauvres par les possédants est vieille comme le monde. D'autant qu'il y a toujours quelqu'un pour remplacer et se tuer à la tâche, comme les Mickey. Sauf qu'ici, c'est une seule et même personne qui se succède. Mickey est une sorte de prolétaire du futur qui vend son corps, un corps qui ne cesse de mourir et de renaître. L'immortalité vue alors comme non plus un rêve destiné aux riches, mais un cauchemar donné aux pauvres. Ces remplaçables, comme il est dit dans le film, deviennent une sorte de sous-humanité recyclable et sans date de péremption. Dans Parasite, les classes sociales étaient rendues de manière très concrète sur le plan vertical par l'architecture des décors. La famille des héros vivait à moitié enterrée dans un entresol, signifiant leurs conditions de sous-humains, sous-prolétaires en fait, leur logement finissant complètement inondé. Au contraire de la grande maison bourgeoise sur les hauteurs de la ville, avec les chambres encore plus hautes, où la pluie torrentielle n'était vue que comme un spectacle réjouissant que la famille bourgeoise regardait comme un film à travers une immense baie vitrée depuis son canapé. D'ailleurs, cette ordonnance verticale se retrouvait aussi dans les situations de jeu. Quand la famille de pauvres devait se cacher dans cette maison bourgeoise, c'était sous la table à manger des riches ou sous les lits. L'ordre social était intégré à la mise en scène. Toutes les situations suivaient ce raisonnement en fonction de l'élévation ou du déclassement social. D'ailleurs, dans un autre de ses films, en l'occurrence Snowpiercer, Bong Joon-ho racontait comment les prolétaires des dernières classes du fin fond d'un train remontaient un à un les wagons comme autant de couches sociales. Dans ce film-là, l'ordre social était mis en scène de manière horizontale et complètement intégré aux enjeux du récit, à savoir aller jusqu'à la locomotive pour reprendre le pouvoir. Ici, dans Mickey 17, c'est le numéro qu'on colle à l'individu qui définit à quel point il s'enfonce dans les profondeurs de l'humanité. Si l'équipe scientifique du vaisseau spatial se soucie des premiers Mickey, petit à petit, il est de plus en plus banalisé et traité comme une marchandise. Car Mickey n'est même plus un travailleur qu'on exploite, c'est un cobaye qu'on déshumanise au fur et à mesure. Ce rapport marchand, inhumain au vivant, il est aussi à destination des rampants, ces aliens sensibles qui sauvent Mickey et vont se révéler être bien plus intelligents que prévu. Bong Joon-ho a toujours pris le point de vue, pas uniquement des pauvres en tant que pauvres, mais de ceux parmi les pauvres qui ne font pas ce qu'on attend d'eux, qui ne subissent pas dignement. En quelque sorte, ces parasites de la société qui tentent de se faire une place en se déplaçant horizontalement ou verticalement dans le récit. Ou ici, en tentant d'enlever ce numéro 17 à son identité pour redevenir tout simplement Mickey Barnes. Une autre récurrence dans la filmo de Bong Joon-ho, c'est les points de bascule dans la structure de ses scénarios. Ce moment où l'histoire s'accélère et change de registre, souvent à la moitié du film. Le film passe à ce moment-là d'un genre à un autre. Dans Parasite, ce basculement narratif s'opérait au moment où l'on découvrait que le mari de l'ancienne gouvernante, rendu à moitié fou, habitait calfeutré dans le sous-sol du sous-sol, révolutionnant l'espace de jeu en même temps que faisant passer le film d'une satire sociale à une sorte de thriller.
Ici, le point de bascule, c'est précisément ce moment où les rampants, contre toute attente, sauvent Mickey 17. Il est d'ailleurs marrant de constater qu'à ce moment-là, Mickey est au fin fond d'une crevasse et que ses créatures le ramènent à la surface. Comme dans Parasite, le mouvement vertical vers le haut signifie une remise en cause du statut du héros. Mickey ne le sait pas encore, mais en ne mourant pas à ce moment-là, il va complètement bouleverser l'ordre social du vaisseau et le récit de basculer d'une satire sociale à une sorte de film d'action. Et c'est cela qui est particulièrement intéressant dans l'écriture de Bong Joon-ho, c'est que cette bascule de genre qu'il fait souvent à mi-récit n'accélère pas seulement le rythme du film ou décale le ton, les enjeux du film, mais coïncide aussi avec le basculement de l'ordre social du monde décrit dans l'histoire. Un vent de révolte bouscule l'ordre établi autant que le genre même du film. Quand Mickey 18 apparaît, la nouvelle copie, comme l'était le mari de la gouvernante de Parasite, cela emmène tout le film vers une forme d'anarchie, autant politique que narrative. En fait, Mickey 17 et 18 deviennent en quelque sorte les nouveaux parasites de Bong Joon-ho, qui vont parasiter le système social du vaisseau, tout autant que le narratif du film. Un jour, tout a basculé. On est des multiples. En cas de multiples, nous exterminerons chaque individu. Un à la fois, pour faire durer le plaisir. Tu sors d'une imprimante, mais tu es un vrai humain. C'est pas ta faute. C'est une lutte à mort. Voici les faits. Nous sommes en guerre. Notre survie est en jeu. J'ai une mission à accomplir. Mickey Barnes se battra jusqu'au bout. C'est mon cadeau à l'humanité. Tu as peur de mourir? Cette fois-là, non. Le personnage de Song Kang-ho, qui jouait le père dans Parasite, disait à son fils que le meilleur des plans est le « no plan », pas de plan. Seule stratégie qui vaille face à l'ordre social, à savoir l'improvisation éruptive et anarchique. Mais pour dire la vérité, le côté foutraque de Mickey 17 se retourne parfois un peu contre lui. On sait que le film devait sortir il y a déjà 1 an et qu'il y a eu des tensions avec la Warner qui a produit le film. Et sans doute, les producteurs voulaient surfer sur le succès de Parasite, mais sans s'attendre à avoir un metteur en scène aussi indépendant et loin des codes classiques. Ce qui a demandé, sans doute, des compromis au montage. Est-ce pour cela qu'il y a parfois des baisses de rythme, que le film semble moins tenu que les précédents, ou alors que certains personnages sortent du récit de manière surprenante? On pourrait également dire que certains caractères sont trop d'un bloc, manquent de nuances, sont en roue libre. Par exemple, le personnage de Marshall, joué par Mark Ruffalo, un ancien politicien recyclé en entrepreneur spatial. Eh bien oui, c'est vrai qu'il est haut en couleur. Et il y a quelque temps, j'aurais dit que c'était une caricature de populiste milliardaire mégalomane et sans morale. Mais en 2025, qui est une caricature de qui? S'il est évident que le personnage est inspiré du premier mandat de Trump président, aujourd'hui, en 2025, notre réalité est encore plus caricaturale qu'à l'écran, non? C'est même fou à quel point le film, écrit et tourné il y a plus de 2 ans, dialogue avec notre actualité. Que ce soit l'alliance de Trump avec les patrons de la tech, la balle qui frôle le visage du milliardaire, la prédation des terres glacées pour assouvir ses faim. C'est fou, oui, mais tout cela est dans le film. Alors, lutte des classes, mépris du vivant, peur de l'autre, impérialisme, écocide, ça fait beaucoup. Souvent, un film ne peut porter une charge aussi lourde. Et c'est souvent le problème des films dits politiques qui veulent d'abord dénoncer avant même de raconter. Bong Joon-ho, lui, a toujours fait des films politiques au constat cruel, c'est vrai, mais de façon jamais frontale. Avec l'idée d'abord de faire des films, pas des tracts. Sa dimension politique s'intègre alors non au discours avec des répliques qui seraient trop signifiantes, mais au visuel du film, au décalage dans sa narration, au ton du récit, aux situations de jeu. Par exemple, écoutez la voix off de Pattinson qui accompagne tout le début du film. Elle est tellement naïve, alors que le monde qu'il décrit est profondément inhumain et inégalitaire. Eh bien, ce décalage absurde, qui tend vers l'humour noir, fait moins basiquement militant, mais aura, selon moi, une portée bien plus puissante. D'ailleurs, Bong Joon-ho tire son film encore plus loin vers le burlesque, et en ce sens, on peut rapprocher le film davantage d'un Chaplin que de tout autre cinéaste actuel dit politique. Par exemple, avec ce gag récurrent des sorties de Mickey de l'imprimante. Il sort comme une simple feuille de papier qui tombe au sol et dont on ne fait plus attention, signifiant à quel point son corps n'est plus qu'un rouage, un outil du capitalisme. Comme l'était le corps de Chaplin dans Les temps modernes, par exemple. Bref, il dirige son film non vers la charge anticapitaliste, mais vers la satire absurde.
On peut aussi penser à d'autres films comme Brasil de Terry Gilliam ou encore plus ancien, Dr Folamour de Kubrick. D'ailleurs, la question que pose l'écriture du film, c'est « Est-il vraiment nécessaire de rajouter du drame au drame ?» Ce que font souvent les auteurs dramatiques, rajouter du pathos au pathos. Situation pathos, dialogue pathos, esthétique pathos, musique pathos, c'est l'autoroute du pathos, quoi. Ce qui a tendance, je trouve, à annuler la charge politique et dramaturgique du film. La sensation d'obscurité ne vient pas d'une obscurité totale, mais d'une petite lumière au milieu d'une grande obscurité. C'est là qu'on aura le plus la sensation d'obscurité. Et la lumière chez Bong Joon-ho, elle vient justement de son ton burlesque, son humour noir, son décalage permanent dans les situations. Et ça, en fait, cette lumière, c'est donc sa vraie signature d'auteur. Cette comédie de science-fiction, satirique, loufoque, n'est peut-être pas le meilleur film de son auteur, mais assurément l'un des meilleurs blockbusters que vous verrez cette année. Un blockbuster d'auteur, aux 1000 facettes, dont on repense encore plusieurs jours après la séance, avec le sourire aux lèvres et cette envie d'y retourner. Ce film sera diffusé dans les salles du Trièvre à partir du jeudi 3 avril, 20h30 à Roissard, puis le vendredi 4 avril, 20h30 à Claile et en même temps à Châtel-en-Trièvre. Ensuite, dimanche 6 avril, 17h30, nouvelle séance à Claile. La semaine suivante, le lundi 7 avril, 20h au Genevrey. Le mardi 8 avril, 20h30 à Saint-Martin-de-la-Cluse. Le dimanche 13 avril, 18h à Saint-Jean-des-Rangs. Et enfin, dernière séance, le lundi 14 avril, 20h30 à Sinard. Vous pouvez retrouver tous ces horaires, toutes ces informations sur le site écranvagabond.com et également pour tous les autres films projetés par l'Écran Vagabond durant ce mois d'avril. Enfin, vous pouvez réécouter cette chronique et toutes les précédentes sur la page YouTube de l'Écran Vagabond. Je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez pas que le cinéma, ça se regarde au cinéma.